d'avoir pris part à cet échange, à ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons parler de contraste, et particulièrement sur vos pipelines de développement applicatif. Nous allons voir comment vous pouvez capitaliser sur les différents tests que vous faites, notamment que ce soit les tests de qualité, voire même des tests UAT jusqu'à la pré-production. Comment vous pouvez capitaliser sur ces tests que vous, naturellement, vous êtes amené à faire avant de publier vos applications pour pouvoir aussi faire de la sécurité en tâche de fond, surtout dans des contextes où vous n'avez peut-être pas les ressources. Voilà. Alors, je vais partager mon écran. Et voilà. Alors, contraste. Déjà, il est important de comprendre un petit peu le contexte dans lequel contraste s'inscrit et la plus-value que ça peut vous apporter sur vos tests de sécurité. Le contexte, il est simple. C'est un constat que beaucoup de personnes font de plus en plus de nos jours. C'est on développe toujours plus d'applications et la vélocité avec laquelle on développe les applications a augmenté. C'est-à-dire qu'on veut fournir plus de services applicatifs au travers d'applications et on doit toujours le faire plus vite. On constate dans la vie de tous les jours, notamment par rapport aux mises à jour qui sont faites de manière constante lorsqu'on consomme des applications mobiles. Derrière, en fait, pour tenir cette cadence-là, c'est pas évident. Pourquoi ? Autant on veut fournir ces services-là. Qu'est-ce que ça signifie au fond ? C'est aussi une surface d'attaque potentielle qui est beaucoup plus élargie au travers ces applications-là. Et quand on veut adresser cette problématique de la sécurité, on y regarde un petit peu. La tendance est que autant on a 10 fois plus de code qu'il y a 10 ans, mais les ressources qu'on alloue à la sécurité n'ont pas cru de la même manière. Que ce soit au niveau budget, outillage, ou que ce soit même quand on a les ressources financières, de trouver les bonnes personnes qui ont la bonne expertise pour aller adresser cette sécurité, la sécurité applicative. Il y a vraiment cette déconnexion-là, cette croissance et la sécurité qui ne suit pas. Du coup, ça remet un peu en question quels sont les autres moyens qu'on peut mettre en œuvre pour pouvoir adresser cette problématique-là. D'autant plus si on veut suivre ce schéma, beaucoup parlent maintenant de DevOps. Il y a eu la première vague où on parlait d'agilité il y a encore 10-15 ans qui débutait. On parle maintenant de DevOps, on veut vraiment rapprocher les développements et les opérations, travailler en sprint, pousser du code de manière hebdomadaire, voire journalier dans certains cas. Et on se rend compte que déjà, si on revient à la sécurité applicative, la première étape, c'est souvent de penser aux outillages nécessaires à mettre sur sa pipeline de développement. Et on se rend compte, bien souvent, l'outillage, en fait, qui était disponible jusqu'à aujourd'hui, au travers de nos bons vieux scanners, je dirais, n'était pas adapté, n'était pas pensé pour ces modèles où on parle en sprint, journalier, hebdomadaire, où on pousse du code en permanence, où on a différentes équipes qui testent, qui doivent tester vite, et doivent le faire bien. Et c'est difficile d'aller ajouter une couche ou une étape supplémentaire dans cette chaîne-là pour faire que de la sécurité. Souvent, on a ce scénario où beaucoup nous disent, beaucoup observent, la sécurité, ça ralentit une chaîne DevOps. Du coup, comment faire ? Autre chose aussi, si on veut le faire à l'état de l'art, non seulement on est ralenti par ces différents outils et le panier nécessaire pour le faire correctement peut être très large. Au-delà des scanners dont on va évoquer beaucoup, vous êtes familier sûrement des outils SAST, des scanners qui vont aller scanner le code source, les outils DAS qui vont aller attaquer l'application et voir le flux HTTP de l'application, faire des pen tests, mettre en place un WAF en production, faire des vérifications de code manuel, etc., etc. Ça mène en fait une certaine lourdeur. D'autant plus si on n'a pas d'expertise en interne. Si on veut être plus agile, on veut pousser plus de services, on veut aller plus rapidement, ça apporte une certaine lourdeur qui peut être handicapant. Du coup, qu'est-ce que Contrast en fait apporte dans ce contexte-là ? On va essayer ici de passer à un modèle où on avait, je dirais, on s'enlisait dans beaucoup d'outillages, on va essayer de consolider, de simplifier. On va parler ici d'un modèle de la sécurité embarquée. Au lieu de construire des étapes spécifiques avec des outils qui sont disjoints de l'application, on va essayer d'embarquer la sécurité dans l'application et s'assurer en fait que la sécurité soit partie prenante, soit intégrée dans l'application et que l'application puisse se protéger elle-même. C'est-à-dire, ici, en fait, comment on y parvient ? La première étape, c'est de capitaliser sur l'instrumentation. L'instrumentation, aujourd'hui, c'est un classique
sur les chaînes de développement, voire jusqu'à la production pour aller mesurer la performance. On utilise partout, on met des capteurs dans l'application, on va aller mesurer la performance pour s'assurer qu'il n'y a pas, comment dire en anglais, de bottleneck, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de processus qui prennent plus de temps qu'ils ne devraient le prendre. Ici, on va utiliser ce même modèle-là, non pas pour aller mesurer la performance dans notre cas, c'est le centre de ce qu'on va faire, mais pour aller observer les flux. C'est-à-dire que l'application va embarquer ces capteurs-là et pouvoir nous donner une vision en temps réel des flux lors de son exécution. On embarque aussi des notions de scanner, mais un peu différemment, qui vont nous permettre en amont de pouvoir voir le trafic HTTP qui arrive à l'application et avec les capteurs, voir en interne dans l'application comment est-ce que ce flux continue dans l'application, quelles sont les fonctions qu'elles appellent, et si en fait il y a un chemin, un flux vulnérable dans l'application. C'est-à-dire que ça combine beaucoup de choses. L'un des premiers avantages, je l'ai évoqué, c'est la consolidation. C'est de pouvoir voir différentes couches de l'application avec un outil. C'est-à-dire que plus avoir ce modèle où j'avais un scanner qui allait regarder le code source de l'application, un autre outil, un autre scanner éventuellement pour aller regarder les librairies, voir le framework et le serveur applicatif. Ici, l'instrumentation, quand on combine cela avec l'observation du flux HTTP, on sait lire le binaire. En fait, on a une vision beaucoup plus globale avec un seul outil, en fait, de toutes les couches de notre application. Ça, c'est le premier avantage d'un point de vue conceptuel, ce que ça apporte. Au-delà de ça aussi, ça va permettre l'instrumentation, comme on utilise par exemple en performance partout. Typiquement, lorsqu'on va mesurer la performance, quand on construit une pipeline, on va essayer de le voir partout, aussi bien sur les environnements de développement que les environnements de production. Ici, on va reprendre cette même approche-là, c'est-à-dire qu'elle est déployée de contraste partout. Partout, l'application est utilisée en quelque sorte. Là, ça permet d'avoir cette plateforme unique qui embarque différentes approches, qui sait voir différentes choses. Le flux à l'intérieur de l'application, mais aussi autour avec le trafic HTTP qui arrive, les méthodes POST, GET typiquement qu'on va utiliser, et le mettre sur tous les environnements où l'application est testée. Ça, c'est cette première plus-value. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'avoir un outil spécifique pour aller regarder le flux HTTP avec un outil DAST, un autre pour aller scanner le code source, un autre en production. Ici, on a limite dans consolide. L'autre chose aussi, c'est avoir recours à moins d'expertise pour pouvoir faire la sécurité. Si l'expertise est chère, si on n'en a pas beaucoup en interne, on peut en avoir, mais c'est pas scalable. Plus on va rajouter d'applications, d'avoir recours à très peu de ressources, et comment est-ce qu'on va l'utiliser plus intelligemment. C'est ce qu'on fait, on va essayer de remédier ici avec l'instrumentation, c'est-à-dire que lorsqu'on va trouver des résultats, puisqu'ici l'application a ce modèle où elle embarque ses propres capteurs, elle s'autoprotège en quelque sorte. Elle sait nous dire d'elle-même en fait, lorsqu'il y a une vulnérabilité, elle sait indiquer quel est le flux vulnérable dans l'application. C'est le premier gros avantage. Ce qui va en fait alléger la tâche en fait de détection pour que l'expertise qu'on a, que ce soit interne ou au travers par exemple de pentest, puisse se centrer sur des choses beaucoup plus complexes. Par exemple, des choses liées aux habilitations, à la logique métier même de l'application. Ici, tout ce qui est technique, les erreurs que typiquement les développeurs vont faire, qui vont emmener à des vulnérabilités techniques, on puisse automatiser ça et avoir recours à moins d'expertise pour les adresser. Parce que l'instrumentation, lorsqu'il y a un flux vulnérable, lorsque l'application va nous notifier d'un flux vulnérable, elle sait nous dire de manière précise, à savoir où se trouve la vulnérabilité dans notre code, pourquoi c'est une vulnérabilité, comment la reproduire et comment la corriger. Un petit peu tout ce travail qui est pré-mâché est fourni en temps réel, que ce soit aux développeurs, aux équipes de recettes ou à la sécurité, si c'est un modèle où la sécurité gouverne un petit peu, gouverne la sécurité, le risque en fait associé à l'application. On peut choisir en fait un modèle assez flexible qui va avoir cette information-là, qui va la traiter pour que ça soit remonté le plus rapidement possible aux développeurs et permettre une connexion beaucoup plus rapide. Parce que l'instrumentation, on se base sur les vrais flux de l'application. L'un des premiers avantages aussi est l'intégrité des résultats, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de faux positifs ici parce qu'on ne fait pas d'émulation ou de simulation en fait des flux, on se base sur une observation directe de ce qu'on voit à l'intérieur de l'application et on a un taux assez proche de zéro lorsqu'on parle de faux positifs ici. Un autre sujet qui a tendance à typiquement freiner l'adoption de différentes personnes, que ce soit des développeurs ou on sait très bien que si avec les faux positifs un scanner, on ne peut pas avoir cet outil-là utilisé par nos équipes QA, par exemple. Voilà, avec une approche aussi assez agnostique, peu importe l'environnement sur lequel ça tourne, que ce soit même DevOps ou pas DevOps, que ce soit on-prem ou
ou dans le cloud, on est agnostique en fait vis-à-vis de cet environnement-là. Ici, l'idée, c'est de vous permettre, encore une fois, de développer des applications, de pousser des services beaucoup plus rapidement sans que la sécurité vous ralentisse. Un benchmark intéressant que vous pouvez retrouver en ligne, quand on parle un petit peu de contraste qui combine différentes technologies, on sait voir le flux HTTP comme un DAST sait le faire, mais un DAST, par exemple, on voit peu de choses, ça a très peu de faux positifs, mais ça voit très peu de choses. Les scanners traditionnels, en fait, qui trouvent une vulnérabilité technique, trouvent la plupart de nos choses, mais ce qui est handicapant souvent, qui freine l'adoption ou qui ralentissent le développement applicatif, c'est souvent les faux positifs, où on passe bien trop souvent de temps à faire du triage, à savoir ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai. Ici, on essaie d'y remédier en combinant le meilleur des demandes, c'est-à-dire qu'au lieu d'émuler ou de simuler un petit peu les flux, on les voit directement en faisant de l'instrumentation et de l'observation directe. Comment ça s'implémente tout ça? Eh bien, la préconisation, ici, dans ce webinaire-là, on va beaucoup se pencher dans un scénario où c'est des recettes qui vont tester l'application, s'assurer qu'elle fonctionne de manière conforme, comme il a été demandé dans le cahier des charges. Mais ça peut s'appliquer à d'autres scénarios. Ça peut être un développeur, par exemple, ou avant de faire un commit sur le bout de code qu'il écrit, il va tester naturellement son application. On peut capitaliser sur ces tests-là, que ce soit sur des tests fonctionnels ou en recette, ils vont parcourir l'application ou en pré-production. On va s'assurer que l'application fonctionne et tous ces usages-là vont contribuer à tester le risque ou les vulnérabilités qui peuvent exister dans l'application. De manière naturelle, il n'y a pas besoin de construire une étape spécifique, pas besoin d'avoir des compétences spécifiques, pas besoin d'aller attaquer l'application. Tout usage qui va se faire naturellement sur un cycle de développement applicatif va devenir en tâche de fond un test de sécurité. Ce qui est important à retenir ici, c'est la chose fondamentale, c'est on se base sur des processus existants. Il n'y a plus besoin d'aller construire une étape dédiée pour faire de la sécurité. On se base et on capitalise sur l'existant pour avoir ce résultat-là. Et le peu de ressources techniques qu'on peut avoir en termes de sécurité, en termes d'expertise, on va les centrer sur des choses beaucoup plus complexes, telles que, je l'ai évoqué tout à l'heure, les habilitations, les permissions, ce genre de choses-là, les vulnérabilités métiers propres en fait à l'application. Voilà. Pour vous, pour que ça soit un peu plus parlant, quand on parle de vulnérabilité, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer au travers d'une petite démo. Une vulnérabilité, c'est un chemin, c'est un flux qui est vulnérable, c'est une succession de fonctions qui sont appelées par l'application. Et un chemin vulnérable, c'est ce qu'on essaie de trouver ici. Quand on contraste, comment ça fonctionne, on va aller mettre des capteurs clés en fait dans l'application qui vont suivre tous les flux d'exécution, c'est-à-dire que ce soit à partir d'un champ que l'utilisateur va utiliser. On va essayer de suivre en fait toutes les fonctions qui sont appelées dans l'application, essayer de trouver en fait est-ce que par rapport au payload, par exemple, que l'utilisateur envoie, si ce payload était différent, je parle par exemple dans un cas d'une injection, est-ce que ça pourrait modifier le sens d'exécution de la fonctionnalité métier? Est-ce que ça peut renvoyer potentiellement une information qu'elle n'est pas censée renvoyer? Et c'est ce qu'on va faire ici, simplement suivre à l'intérieur de l'application les fonctions qui sont appelées. Et est-ce que l'enchaînement de ces fonctions-là, l'enchaînement spécifique de fonctions, emmène qu'un chemin vulnérable? C'est ce qu'on essaie de trouver potentiellement ici. Autre chose ici, vu qu'on sait trouver des chemins vulnérables, on sait aussi empêcher l'exploitation de ces chemins vulnérables. C'est ce que je vais essayer de vous montrer dans quelques instants. Encore une fois, ici, je vais insister sur la simplicité de l'outil. Pour ma part, je ne me suis pas explicitement présenté au début de cet échange-là. Je suis en charge de l'Europe du Sud chez Contrast, j'ai plutôt un profil commercial, mais je vais vous montrer, au travers de cette démo, j'ose prendre un petit peu ce risque de vous montrer la simplicité avec laquelle ça s'utilise, ça s'installe, en faisant la démo moi-même. Voilà. Et alors, passons maintenant à la solution elle-même. Je vais changer de fenêtre, et voilà. Pour vous, je vais me déconnecter tout simplement et vous montrer tout ça. Alors, je vais me connecter sur la plateforme Contrast. Encore une fois, c'est une application web. C'est le premier composant d'une application web assez classique aujourd'hui avec un dashboard. Première chose, beaucoup peuvent se poser cette question-là.
On peut bien évidemment faire du SSO, du classique, du SAML, s'authentifier avec un compte LDAP, Active Directory, cette plateforme-là, et provisionner des rôles spécifiques pour que chaque groupe, vous avez des groupes spécifiques d'utilisateurs, d'équipes spécifiques puissent accéder en fait à certains types, certaines applications et d'autres non. C'est tout à fait configurable avec les différentes règles de sécurité qu'on peut avoir sur cette plateforme-là. Voilà. Tout ce qui est groupe, profil, rôle que vous pouvez avoir dans l'Active Directory, on peut facilement les transposer pour faire du role-based access control. Voilà. Maintenant, pour commencer avec Contrast, je vais faire une démo avec une application Java qui tourne sur ma machine en local. Une application qui s'appelle WebGoat, qui est vulnérable. C'est un peu ça le but. C'est simplement vous montrer en utilisant cette application-là, sans l'attaquer, que je peux trouver des vulnérabilités. Le point de départ pour embarquer la sécurité dans votre application, c'est de trouver le bon fichier d'instrumentation, le bon agent. Dans mon cas, on est en Java. Je vais simplement télécharger cet agent-là. C'est tout ce qu'il y a à faire, rien de plus. Une fois que j'ai mon agent, configurer une variable d'environnement et enfin simplement rajouter cette commande spécifique en plus, cette option, pour pouvoir lancer l'agent avec l'application. Voilà. Je vais sortir de ça et je vais ouvrir mon terminal. Alors, l'application, normalement, c'est là-dedans. Alors, Contrast démo, je vais dans mon répertoire, Contrast, et j'ai mon application, voilà. J'ai mon application, WebGoat, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, et j'ai aussi mon fichier jar. Voilà, et tout ce que j'ai à faire, c'est un processus normal, c'est-à-dire que typiquement, ce processus-là peut aussi automatiser. Si vous avez des process spécifiques, en fait, pour lancer, vous avez Maven, tout ce genre de choses, on peut complètement automatiser. Ça peut être transparent, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'application peut être lancée, peu importe l'environnement, on peut aller automatiser l'appel de l'agent différemment. Voilà, je vais le faire manuellement ici dans mon cas. Donc, je vais appeler ma machine Java avec mon agent en premier, donc c'est Java agent. Et je pointe vers mon agent qui contraste jar. Et enfin, je rappelle mon autre jar qui est mon application WebGoat. C'est tout. Rien de plus, rien de moins. Je vais lancer mon application. Voilà, l'application se lance. Une petite note ici, vous voyez, ça indique Access True et Protect True. Access, si je reviens à ma slide tout à l'heure, Access nous permet en fait de trouver, alors, un petit bug ici, mes slides qui sont là. Access me permet de trouver des chemins vulnérables, c'est-à-dire que trouver une vulnérabilité dans mon application, et Protect permet d'empêcher l'exploitation des chemins vulnérables. Donc en lançant mon application ici, on m'indique bien que les deux modes sont actifs, c'est-à-dire que Access True, Protect True. Une fois que l'application est lancée, elle va bien évidemment se connecter sur mon dashboard. Dans mon cas, moi, elle tourne dans le cloud. Et voilà mon application WebGoat ici. Elle n'est pas encore en ligne, elle va prendre quelques secondes pour être en ligne. Et vous voyez ici, je n'ai aucun contexte, c'est-à-dire que je n'ai aucune vulnérabilité connue de l'application, je n'ai aucune information sur cette application-là. Et alors, dès lors que je vais commencer à l'utiliser dans quelques instants, les vulnérabilités, je vais les trouver automatiquement. Voilà. Alors, est-ce que mon application est toujours live? Et voilà, mon application est live. Vu qu'elle tourne sur ma machine locale, je vais l'appeler en local, tout simplement, sur le localhost, sur le port 8080, je vais sur WebGoat. Et voilà, mon application est lancée. Première chose, je vais avoir un output immédiat, comme vous voyez tout à l'heure sur une vulnérabilité, je n'ai rien. Et là, simplement en lançant mon application, il y a deux choses qui sont apparues. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on sait lire aussi le binaire au lancement de l'application. Et je vois que simplement en lisant le binaire de l'application, je peux trouver des choses telles que par exemple un mot de passe codé en dur, cette information-là, un classique assez commun à trouver sur des applications. Et aussi, mon cookie est HTTP only, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chiffrage, c'est pas un HTTPS, c'est une vulnérabilité qu'on considère moyenne, pas haute, mais plutôt moyenne, dans mon cas. Voilà. Et autre chose aussi, les librairies. C'est-à-dire qu'ici, j'ai un output, c'est-à-dire que un résultat immédiat de toutes les librairies qui composent mon application. Une autre grande surface de risque classique, en fait, sur les applications, parce qu'aujourd'hui, une application, c'est 80% en fait des librairies. On parle beaucoup de code source, on passe beaucoup de temps sur les codes sources, mais les librairies, le framework aujourd'hui, c'est en moyenne 80% de mon application. Donc, quand il y a des vulnérabilités, il y a beaucoup plus de chances qu'elles viennent de nos librairies
Et il est important d'avoir une information sur les CVE qui peuvent exister potentiellement sur mes librairies. Cette information, encore une fois ici, sans effort, je n'ai pas besoin de scanner un repo. C'est vraiment les librairies que l'application elle-même embarque et utilise. Donc, du coup, j'ai cette information-là. Je peux cliquer, par exemple, celle-là, je vois qu'il y a une CVE dessus. Je peux avoir l'information immédiatement sur quelle application. Dans mon cas, ce n'est qu'une application, bien évidemment, c'est WebGo. Et aussi tous les serveurs sur lesquels cette application est potentiellement déployée. Ça peut représenter un gain de temps assez important. Sachant que si vous embarquez une librairie dans plusieurs applications qui sont distribuées sur des dizaines, voire des centaines de serveurs, avoir cette information rapidement est très importante. Parce que je peux avoir là, en quelques clics, l'instrumentation qui me donne cette information instantanément. Voilà. Voilà les premières informations que j'ai pu récolter. Autre chose aussi, en termes d'intégration, Contrast, on s'intègre avec la plupart des outils qu'on peut retrouver dans les environnements de développement, que ce soit des IDE, VS Code, Visual Studio, Eclipse, etc., IntelliJ, mais aussi des outils plutôt opérationnels, du Slack, du Teams, pour être notifié des vulnérabilités. Ça peut être GitHub, Jira, pour faire du ticket aussi, ouvrir un ticket lorsqu'il y a une vulnérabilité. On peut aller bloquer un build, par exemple, du Jenkins. C'est assez souple et l'intégration est assez variée. On peut aller customiser, intégrer où on veut, traiter ces informations-là. Dans mon cas, j'ai un déploiement avec Slack. Tout à l'heure, je vous ai indiqué qu'il y avait une vulnérabilité qui avait été reportée. Ici, on peut très bien la voir ici, en partageant mon écran, Slack. Je vois bien que mon HTTP en ligne, j'avais été notifié sur Slack que j'ai cette information-là, aussi simplement. Donc voilà. Maintenant, je vais continuer à utiliser mon application. La première chose, c'est de me connecter sur mon application, bien évidemment. Parce qu'elle me demande ici, je me connecte. Et encore une fois, je mets dans la peau de quelqu'un qui n'a pas forcément de notion en sécurité, qui va essayer d'utiliser l'application. Voilà. Bon, elle est bien évidemment vulnérable, cette application. Un classique, beaucoup d'entre vous sont sûrement familiers, ce sont les injections SQL. C'est tout ce que j'ai à faire, encore une fois. J'utilise est-ce que ce champ-là il fonctionne. Je sais par exemple, c'est une table spécifique sur laquelle me renvoie un certain nombre de noms, mais je sais taper mon nom. Est-ce que je suis cette table-là je ne suis pas dessus, ça ne marche pas. Bon, l'application, est-ce qu'elle fonctionne et je vois bien une chose, c'est qu'en temps réel ici, Slack me notifie. J'ai une notification Slack que je viens de recevoir, et je vois bien, en temps réel, j'ai été notifié qu'il y a potentiellement une vulnérabilité critique de type injection SQL, et voilà le payload que j'ai utilisé. Je peux essayer d'avoir un peu plus de détails. Je peux aller sur mon application, aller dans les vulnérabilités, et je vois ici que j'ai aussi la même notification ici, il y a 1 minute. En cliquant dessus, je peux avoir un peu plus d'informations. Je retrouve mon payload et je vois que quelque part c'est fini dans une requête SQL. Je peux demander le détail, et je vois ici toutes les fonctions qui sont appelées. Il y a un append ici, et je vois à aucun moment il y a une sanitisation. C'est-à-dire que si je change la sémantique de cette requête-là, je peux potentiellement retourner toute la table dans mon cas présent. Ce que je peux voir ici, et je vais essayer de reproduire cette vulnérabilité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que on vous montre la vulnérabilité, c'est-à-dire qu'on vous montre pourquoi c'est une vulnérabilité. Je vois bien tout ce cheminement-là dans mon code qui emmène à ma vulnérabilité. Ce qui va me permettre de pouvoir vérifier automatiquement. Ça peut être la sécurité, par exemple. Là, j'avais ma personne en QA qui testait l'application. La sécurité est notifiée à cette information-là. Elle peut vérifier tout de suite, en temps réel, est-ce que ce champ est vraiment vulnérable. Un classique en SQL, est-ce que je peux retourner une information qui va être tout le temps vraie ou me retourner toute la table. C'est-à-dire que or 1 égale 1. Est-ce que ça me retourne la table? Il y a un problème avec moi. Je peux essayer de le faire directement dans mon application. On va voir ce qu'il va me dire. Et là, c'est l'effet démo pendant le webinaire. Vous me direz. Alors, je reprends mon payload et je peux faire un 1 or 1 égale 1 dash dash. Et voilà. Ce champ, il est bien vulnérable. Et je vois bien ici que toute ma table m'est retournée. Donc, il y a bien une vulnérabilité ici. Donc, vous voyez, simplement en utilisant tout à l'heure, en rentrant un payload qui n'est pas malveillant a priori, j'ai pu trouver, en observant l'enchaînement de toutes les fonctions qui sont appelées, j'ai pu trouver qu'il y a bien un champ vulnérable ici. Voilà. Ce que je peux me dire, si je suis la sécurité, je peux dire, cette application, le sprint, il est peut-être court, et j'aimerais pouvoir bloquer
l'exploitation de cette vulnérabilité parce que l'application va être poussée en production. Qu'est-ce que je peux faire dans ce cas-là? Alors, je peux simplement aller, ce que j'ai oublié, j'ai omis, on peut aussi vous fournir par rapport au framework et au langage que vous utilisez, un guide pour aller corriger cette vulnérabilité-là. Maintenant, d'un point de vue pour réagir à cet incident qu'on vient de constater, ce que je peux aller faire, vu que c'est une injection SQL, je peux demander à l'application de s'auto-protéger. Donc là, je peux aller immédiatement retrouver ma règle pour les injections SQL, SQL Injection, et particulièrement l'environnement concerné. Ici, c'est un environnement, je n'ai pas défini d'environnement, je peux définir en développement, en recette ou en production. Et partant du principe, je dis, bon, je ne veux pas que ce soit exploité par qui que ce soit. Partout où il y a une injection SQL sur cette application-là, j'aimerais que ce soit bloqué. Et la règle va se propager sur vos data centers, sur toute l'application, sur tous les serveurs sur lesquels l'application tourne. Voilà, parce que tout à l'heure, aussi, si je vais dans attaque, vu que l'application s'est informée, il m'a dit qu'il y a potentiellement une attaque. Quand j'ai rentré mon payload tout à l'heure, qui a pu me retourner cette table-là, je vois que l'application a dit qu'il y a quelqu'un qui a essayé d'attaquer. C'est-à-dire qu'il y a 2 minutes, il a bien trouvé qu'il y avait sur l'application WebGoat, attaque event, pardon, j'ai pu voir que l'application WebGoat a été attaquée, voilà le payload qui avait été rentré. C'est-à-dire que chardi or 1 égale 1 dash dash. Donc, et l'exploiter, c'est-à-dire que l'application. L'attaque a bien fonctionné dans mon cas. Maintenant que je l'ai bloqué, si je retourne, je peux être l'attaquant encore une fois. Dans son scénario, si l'application était partie en production, je peux rentrer encore une fois mon payload. Alors, 1 égale 1, et voyons voir ce qu'il va me dire. Cette fois-ci, il a envoyé une exception. Ce champ n'est plus vulnérable. En quelques secondes, j'ai pu me protéger contre les injections SQL de mon cas présent, sans ralentir ma chaîne DevOps de manière proactive. C'est-à-dire que je n'ai plus besoin d'aller, le temps gagné ici, il est important. Je n'ai pas eu besoin d'expertise spécifique, où je peux centrer la personne qui maîtrise le sujet, peut activer la protection immédiatement. Et les recettes peuvent continuer à travailler, faire leur travail comme ils le faisaient. Et c'est important aussi, vu qu'on fait une observation directe, je reviens encore une fois à ça, sur les flux, la précision ici fait que si par exemple, beaucoup d'entre vous peut-être familiers avec un WAF, à chaque fois que vous allez modifier l'application, il va falloir aller reconfigurer. Par exemple, le prochain sprint, je vais peut-être modifier pour aller corriger cela, il va falloir reconfigurer le WAF ou aller le customiser. Ou je peux avoir par exemple plusieurs applications derrière mon WAF, il faut aller customiser à chaque fois. Et si je n'ai pas eu besoin d'aller customiser quoi que ce soit, vu que c'est embarqué, lui se base simplement l'observation directe sur le flux, ce qui fait que je peux aller quelque part d'autre dans l'application. Par exemple ici, il y a une classique, par exemple, un cross-site scripting, je peux aller par exemple là, disons, essayant par exemple de rentrer mon même payload, j'essaie de voir par exemple comme tout à l'heure, essayant de voir est-ce qu'il va bloquer ici. Est-ce qu'il va bloquer cette transaction ici? Non, parce qu'il n'y a pas d'injection SQL ici, ce qui est par exemple beaucoup plus difficile à faire si vous avez un WAF. Voilà, c'est cette approche un peu plus comment dire, précise sur la manière dont on va aller interagir avec une application sans aller la casser. Par exemple, là, je peux encore essayer ce même payload malveillant ici pour voir. Donc, si je peux faire chardi submit, il me soumet ça, mais si je fais encore du chardi or 1 égale 1, dash, voilà, ça marche. Il ne m'a pas bloqué mon application parce que ce champ n'est pas vulnérable à une injection SQL. Mais par contre, je vois ici qu'il y a une XXI. Qu'est-ce qu'il m'a trouvé? Je vois encore Slack tout à l'heure a réagi. Il m'a indiqué qu'il y avait une XXI potentiellement. Je lis beaucoup ici les notifications. Il y a une injection SQL qu'il avait retrouvée encore. Et elle est où mon XXI? Alors, je peux aller rafraîchir ici tout simplement. Vulnerabilities. Et je vois bien qu'elle est là, mon XXI. Voilà. Elle a bien trouvé. Mon XXI en utilisant ce champ particulier-là. Mais il n'a pas bloqué ça. Parce qu'il n'est pas vulnérable à une injection SQL. Mais par contre, il m'a bien indiqué que ce champ est plutôt vulnérable à une XXI. Voilà. Du coup, ici, c'est vraiment ça l'approche. Comme vous avez pu le voir, c'est simple d'utiliser. C'est-à-dire que j'ai qu'à parcourir mon application, j'ai encore c'était en recette, tous les tests qu'ils vont faire juste pour s'assurer que l'application fonctionne en la parcourant, en utilisant les différents champs.
tout cela va contribuer à faire la sécurité en tâche de fond. Ils ne s'en rendent même pas compte, ils n'ont qu'à utiliser l'application. Et en fait, sur tout son cycle, toutes les personnes qui vont contribuer à l'utilisation, en fait, vont contribuer à la sécurité. Ça ne va pas ralentir votre usine digitale, ça ne va pas ralentir votre chaîne de développement, et vous faites de la sécurité de manière proactive. Voilà. C'est aussi simple que ça. Nous arrivons à la fin de la démo, comme vous avez pu le voir. Donc, pour résumer, nous avons vu en fait comment on implémente Contrast, on embarque en agent. L'idée, si on souhaite vraiment capitaliser, utiliser au maximum Contrast, c'est de le mettre partout où c'est possible, pour pouvoir vraiment bénéficier de tous les tests que vous allez faire sur l'application, que ce soit le développeur avant de faire un commit, il va tester le bout de code qu'il a écrit, et avoir ce feedback instantané. Ici, on va parler de shift length, c'est-à-dire que le plus tôt vous allez trouver votre vulnérabilité, le moins cher que ça vous coûtera, parce que vous n'allez pas remonter, je dirais, dans la chaîne le moins possible, ou que ce soit des tests fonctionnels, des tests automatiques, en recette, en pré-production, voire en production. En fait, tous ces différents usages qui vont être faits, vous allez faire naturellement de la sécurité. Il n'y a plus besoin de construire en fait des armées de tests spécifiques pour faire des pen tests. C'est toujours avoir besoin de pen tests ici, mais c'est vraiment faire du pen test intelligent, ciblé sur des choses beaucoup plus complexes qui vont nécessiter l'apport humain. Et pour les vulnérabilités classiques connues, jusqu'aujourd'hui on parle d'injection SQL depuis 20 ans, des vulnérabilités de l'OAuth, du top 10, vous allez pouvoir automatiser leur détection de manière assez simple. Voilà pour ma part. Et si vous me posez des questions un petit peu sur Contrast, Contrast, on est un éditeur américain. Voilà, on a été fondé en 2004, ça fait maintenant 6 ans qu'on existe. Plus de 200 employés, ce chiffre change tous les jours. Et on est en période, en quelque sorte, je dirais, les inventeurs un petit peu de ce qu'on appelle l'IaaS passif particulièrement, nous sommes derrière ce type de technologie-là. Voilà. Voilà, nous arrivons à la fin de cet échange. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à les poser dans le chat. Il y a une première question qui m'est remontée. Une personne qui a levé la main. Alors, une question qui m'est remontée, c'est est-ce que, à quel moment on scanne? Ça, c'est une question classique ici. En fait, il faut dissocier en fait de cette notion de scan ici. On ne parle plus de scanner ici. Il faut scanner. Ici, on parle d'une notion d'instrumentation, c'est-à-dire que les mettre des capteurs d'application, c'est l'application elle-même qui va se protéger. Tout usage en fait de l'application, comme vous avez pu le voir, devient en quelque sorte le test de sécurité. Il n'y a plus besoin d'aller scanner. Passer ça un petit peu à la monnaie, des fois ça prenait des temps, faire ça le soir, il faut attendre des résultats et après derrière il fallait aller trier les résultats pour avoir son output. Ici, il n'y a plus cette notion-là. C'est ça qui est fondamental qu'il faut retenir ici. L'autre question que j'ai, oui, ça s'installe on-premise. On est on-premise ou dans le cloud, c'est votre choix. Vous pouvez le faire tourner on-premise ou dans le cloud. L'avantage de la version cloud, comme pour tout, les solutions cloud, c'est les mises à jour. Vous n'avez besoin de les gérer. Il n'y a pas besoin de construire une infrastructure dédiée pour le faire. Après, c'est assez léger, mais vous n'allez pas bénéficier des mises à jour. On travaille en DevOps, c'est-à-dire qu'on a des mises à jour journaliers de nos bases de données, de vulnérabilité. On met à jour tous les jours aussi l'outil, c'est-à-dire qu'il s'améliore tous les jours. On a des sprints quotidiens mais voilà. La version on-prem, vous allez devoir gérer vous-même en fait ces mises à jour et gérer un serveur on-prem avec les flux réseau, etc. Mais voilà. Mais le choix il est là. On a des clients qui préfèrent l'avoir on-premise. On laisse le choix au client. Voilà. Les langages supportés. Les langages supportés aujourd'hui, nous supportons alors Java, la plupart des versions Java, .NET Core, Python, Ruby, Node.js, il y a Go aussi qui arrive, et PHP qui est le dernier à arriver dans quelques mois. Pourquoi? Parce que le PHP, ce qu'en
fonctionne avec l'instrumentation. PHP est un langage un peu spécifique lorsqu'il s'agit d'instrumentation, qui est un peu en déclin à cause de ça. C'est-à-dire que la plupart des outils modernes ont un peu du mal avec le PHP, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille activement. Et, voilà. Et donc Java, .NET, .NET Core, Python, Ruby, Node.js. Alors, il y a une question qui me vient ici, est-ce que ça tourne dans un Docker? Oui, ça tourne dans un Docker, que ce soit un Docker, une VM. La seule chose qui est encore chez nous en version bêta, qui n'est pas encore disponible publiquement, c'est tout ce qui est serverless. C'est d'autres types d'environnements pour lesquels, en fait, il faut aller instrumenter différemment. On ne le supporte pas aujourd'hui, mais que ce soit une VM, un Docker, OpenShift, Kubernetes, peu importe ce que vous avez derrière, on est agnostique par rapport à ça, on sait le supporter. Est-ce que toutes les failles sont bloquées? Une autre question qui m'est remontée ici, c'est une très bonne question. Peut-être Oui, je cette question-là, oui. Chardy. Donc, bonjour, je me Oui, présente. vas-y, Laurent. Je suis Laurent, je suis plutôt la partie technique, moi, de la solution. Donc, on va bloquer pas toutes les failles. On en bloque à peu près une douzaine, je crois. Donc, de manière très générale, une douzaine de failles qui sont principalement des problèmes d'injection. Et on est également capable de bloquer beaucoup de vulnérabilités connues. C'est-à-dire que ça s'appelle les CVE, là, les vulnérabilités connues, par exemple, sur des serveurs struts qui ne sont pas patchés ou sur des frameworks qui ne sont pas bien patchés. On est capable de détecter des attaques sur ces frameworks-là et de les bloquer également. Donc, on ne va pas bloquer forcément toutes les attaques possibles et imaginables, mais on va se concentrer sur les principales critiques et également sur ce qu'on appelle les CVE. Merci, Laurent. Alors, quel est le modèle de licensing? C'est une bonne question. Le modèle de licensing, il est par application. Voilà. Il est par application. Voilà. Voilà, avec un modèle par développeur aussi qui est envisageable, mais aujourd'hui il est par application. Après, la notion d'application, c'est une autre question qui remonte ici. Qu'est-ce qu'une application? C'est une question classique, une bonne question. On le voit d'un point de vue fonctionnalité de métier. C'est-à-dire qu'une application peut être comprise, composée de plusieurs microservices typiquement, mais c'est vraiment basé sur quel ensemble de microservices fournissent un besoin métier spécifique. Voilà. Une autre question aussi qui m'est remontée. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Est-ce qu'on supporte AWS Lambda? Tout à l'heure, j'évoquais le serverless. C'est quelque chose qu'on ne supporte pas encore. C'est dans les tuyaux. C'est quelque chose qui va arriver dans quelques semaines, dans quelques mois, pardon. Voilà. Une autre question ici qui m'a remonté. Est-ce que vous supportez les applications industrielles? La réponse est ça dépend de la nature d'application. Ici, on parle beaucoup d'applications web. Contraste les pensées pour les technologies web. Donc, on supporte les technologies des applications web. Dès lors que ce soit une application web, on saura le supporter. Mais si c'est une application qui n'est pas une application web, un système embarqué, ce genre de choses-là, nous ne les supportons pas. Voilà. Alors, il y a une autre question par rapport aux tarifs. On peut échanger avec vous. Vous pouvez nous prendre contact avec nous. On pourra échanger plus en profondeur sur votre scénario à vous et vos besoins à vous par rapport aux questions tarifaires. Je vois bien votre ici par rapport au nombre d'applications, comment ça coûte, etc. On peut échanger directement avec vous et vous donner des chiffres un peu plus précis par rapport à votre contexte. Voilà. Pour d'autres personnes qui ont des questions spécifiques, mon email, il est simple d'ailleurs, vous pouvez me contacter, c'est Chardy, c'est H-A-R-D-Y, mon prénom, @contrasecurity.com. C'est plus simple que ça. Vous allez recevoir aussi un email à la fin de ce webinaire-là avec nos coordonnées pour reprendre ces échanges.
On va attendre un petit peu s'il y a d'autres questions. Alors, l'agent semble analyser le comportement de l'app côté serveur. Qu'en est-il côté client? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, on part du principe de sécurité où on ne peut pas faire confiance aux clients. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de logique qui apparaissent côté client avec les frameworks modernes, par exemple du React, du framework, mais in fine, on ne pourra jamais vraiment faire confiance à 100% côté client. Du coup, contraste, la sécurité, on se le base sur le back-end, sur le côté serveur, c'est là où il y a les données et c'est là où on a toujours un contrôle. Du coup, en termes même d'architecture applicative, la préconisation est toujours, bien évidemment, d'aller sécuriser le back-end en premier. Et Contrast, il est pensé pour le back-end. On sait trouver quelques petites choses dans le front-end, mais essentiellement, Contrast, c'est basé pour le back-end. Et c'est d'ailleurs là où on va trouver la plupart des vulnérabilités, je dirais, sérieuses. Voilà. Alors, j'attends de voir s'il y a d'autres questions. Est-ce qu'il serait possible d'organiser une session spécifique? Oui, nous allons vous envoyer nos coordonnées après cet échange-là pour prendre un rendez-vous spécifiquement si vous le souhaitez, oui. Une autre question ici, quels sont les principaux points de votre roadmap 2020-2021? Ça, c'est une bonne question. Il y a certaines informations qui sont publiques, d'autres qui ne le sont pas. Pour avoir cet échange-là, il serait plus simple d'échanger directement avec nous des choses publiques, par exemple PHP, je sais que c'est quelque chose qui va arriver en 2021 et serverless. Il y a d'autres points qui sont un peu plus sensibles sur notre roadmap pour lesquels on peut échanger en privé par rapport à vous et aussi comprendre un peu le contexte qui vous emmène à vous poser ces questions-là. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Alors, n'hésitez pas. Je vois encore quelques personnes qui sont toujours connectées. N'hésitez pas s'il y avait des questions. Eh bien, nous allons clôturer alors cet échange. Merci d'avoir pris part à ce webinaire. Nous allons vous envoyer nos coordonnées à la fin, d'ici dans la journée. N'hésitez pas à revenir vers nous s'il y avait d'autres questions et nous serons ravis de vous répondre. Et oui, vous pourrez avoir l'enregistrement du webinaire. Voilà. Merci à vous et nous vous souhaitons une bonne journée.